Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est à nous de jouer. Et pour vous surprendre, on a fait le coup des cravates, parce qu'une fois on a fait le coup des cravates jumelles. Et cette fois-ci, il y en a un à cravate et l'autre en deux papes. Voilà. Donc j'espère que vous portez tous bien. Bruno, bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, ça va, T'es merci. fin prêt? On va faire un Ouais. massacre. Alors ce soir, ça va être cool parce que, autant la dernière fois, on avait été obligé d'aborder des sommets qui nous rapprochaient du mont Olympe, autant cette fois-ci, on va être vraiment dans le concret, d'étudier la pensée de Hahnemann à travers l'évolution finalement de la pensée du maître, pour voir comment, avec le premier organon où il consigne le début de ses découvertes, comment tout ceci va avoir évolué jusqu'au sixième organon, qui est celui qu'on utilise aujourd'hui. Donc, mon cher Bruno, je te laisse la parole, et puis sans transition, je crois que notre cher Lionel nous fait passer de l'autre côté. Voilà, pof, Donc, on va parler des objectifs de l'exposé. Tu vas nous les dire. bien volontiers. Donc, les objectifs sont toujours définis très clairement par le docteur Laborier. On va travailler sur des extraits de cette première édition de l'organon, qui en a, je vous le rappelle, connu 6. On va assembler les différentes parties de la première édition pour ensuite vous en faire une synthèse. Et bien entendu, ça va être le moment d'intégrer cette première édition, son contenu, avec l'évolution de la pensée de Samuel. Et enfin, on va pouvoir illustrer la mise en pratique de cette première édition dans ces journaux qui seront, pour la circonstance, issus du DF8, hein, c'est ça? D8. Du D8, pardon, j'ai tellement l'habitude des F, donc du D8, ce qui n'a jamais été encore publié à ce jour. Donc vous allez avoir du première main de chez Laborier. Voilà, donc on va parler des documents qu'on a utilisés, et en particulier de ce document-là, qui est un document fondamental, qui a été publié en 2001 par deux auteurs allemands, Bernard Luft et Matthias Wissner. Et ces deux historiens allemands qui ont pu rassembler les 6 éditions de l'Organon dans leur édition originale. Et ils ont fait toutes les bibliothèques de l'histoire de la médecine en Allemagne pour rassembler ces 6 éditions. Donc la première édition est tirée de là. Et c'est un bouquin assez volumineux, puisqu'en ouvrant le livre comme un livre normal, vous avez les 6 éditions côte à côte pour pouvoir les comparer. Ce qui fait au moins 6 colonnes. Ce qui fait au moins 6 colonnes, et avec une restitution mot à mot vis-à-vis d'une édition à l'autre. Donc ça, c'est un travail analytique énorme. C'est mon instrument de travail pour présenter les éditions de l'Organon. Un autre travail analytique qui est important, peut-être moins énorme, mais quand même tout aussi volumineux, c'est les petits écrits mineurs rassemblés, qui sont faits par Joseph Smith et un autre historien allemand. Joseph Smith, c'est celui qui a publié la 6e édition originale de l'Organon, qui est intégrée dans l'Organon Synops. Et donc là, les petits écrits mineurs sont très importants pour la préparation de la première édition de l'Organon. Et vous voyez une vue de la bibliothèque de l'Institut pour l'histoire de la médecine à Stuttgart, avec les journaux de malades d'Hahnemann, la série allemande qui est sur la ligne supérieure, là-haut, qui comprend 37 volumes, et la série française qui comprend 17 volumes, qui est sur la ligne inférieure. On va prendre le premier objectif, c'est-à-dire sélectionner des extraits de la première édition de l'Organon pour les analyser. Donc on va prendre ces paragraphes un par un. Le titre de la première édition de l'Organon s'appelait « Organon de la médecine rationnelle d'après les lois homéopathiques ». Alors organon, entendez par là, un organon c'est un instrument de travail dans la traduction grecque et latine, mais surtout grecque. Et la médecine rationnelle sera remplacée par l'art de guérir dans les éditions suivantes. Et vous avez la traduction originale allemande, enfin le texte original allemand en dessous. Dans le préliminaire, tu peux le lire, Edouard, si tu veux. Les résultats de mes convictions sont exposés dans ce livre. Donc ça persistera jusqu'à la 3e édition de l'Organon. C'est déjà très fort hein, ce qu'il dit là, hein, oui. Le résultat de mes convictions. Tu peux pour nos auditeurs dire l'Organon 1810, hein, c'est la première édition. Voilà, oui. Et son premier texte sur la découverte d'un nouveau principe, tu le rappelles? 1796. Voilà, 96. Donc il s'est écoulé quand même la bagatelle de 14 ans. Voilà.
avant qu'il se décide ouais, à Alors, rompre avec la vieille médecine. voilà. Et donc les résultats de ces convictions, c'était ces convictions de 1810. Hein. Donc il faut toujours situer les différentes éditions de l'Organon par rapport au contexte personnel d'Hahnemann. Ce sera l'objet du troisième objectif de l'exposé. Et il présentait chaque édition de l'Organon comme sa dernière publication. C'est-à-dire qu'il y mettait tout ce qu'il voulait faire passer comme instrument de travail pour l'homéopathie. Donc c'était toujours des textes qui étaient extrêmement fouillés et extrêmement remaniés d'une édition à l'autre. Donc comme je vous ai dit, ce préliminaire sera conservé dans les deuxième et troisième éditions. On passe au vif du sujet avec le paragraphe 1. Si tu veux le lire, Édouard. Bien volontiers, tu en profiteras pour baisser un tout petit peu ta souris qui nous gêne, tu vois la petite pointe là. Ah oui, pardon, voilà, excuse-moi. Léger détail. Alors ce paragraphe 1 me désoriente parce que j'ai tellement l'habitude de la version du 6, bien sûr. Donc le médecin n'a aucun but plus élevé que de rétablir les personnes malades en bonne santé. C'est ce qu'on appelle guérir. On a quand même déjà beaucoup de choses. Je te repasse la main, puis je remettrai mon petit commentaire après. Donc la première édition de l'Organon comportait 271 paragraphes. Et donc le mot but qui est dans ce premier paragraphe a été remplacé par le mot mission dans les 5 éditions suivantes de l'Organon. Et ce mot mission existait déjà dans une édition préliminaire de la première édition de l'Organon, mais pour cette fois, il a mis but pour la première édition. En ce qui concerne ce paragraphe 1, il y aura une longue note qui sera appendue au paragraphe dans les éditions suivantes de la première édition de l'Organon. Donc à partir de la deuxième édition, mais on verra plus loin que c'est seulement à la troisième édition que cette note sera identique dans les paragraphes 3 à 6. Alors je peux y aller? Vas-y. Donc pour dire à nos auditeurs que dans un premier temps, il emploie le but. Le but, c'est quelque chose de concret. C'est vrai que ce qu'on fait reste parfaitement ancré dans le concret. Il s'agit de soigner les gens. Mais après, le mot mission implique une dimension supplémentaire parce que c'est vrai que pour acquérir l'homéopathie, pour arriver vraiment à maîtriser l'homéopathie, il faut investir beaucoup de sa propre personne. Et quelque part, on commence à se rapprocher de cette notion de mission, dans le sens où, pour vraiment arriver à friser le top, à grimper le plus haut possible, eh bien, il va falloir que vous ayez 3 qualités requises. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous devez être quelqu'un qui cherche. Et ma foi, dans la vie de tous les jours, vous pourrez croiser autour de vous beaucoup de gens qui sont des gens qui cherchent. Il y a même des chercheurs professionnels qui passent leur vie à chercher, à sans arrêt se poser des questions sans jamais chercher de réponse. Et puis, il faut passer ce cap pour persévérer. Et je ne sais plus quel grand écrivain a écrit que beaucoup d'hommes persévèrent, mais peu arrivent à persévérer longtemps. Et donc, c'est encore un écueil de plus. Et après, il va falloir que, petit à petit, vous donniez littéralement de votre personne pour essayer, faire l'expérience personnelle pour voir si ça marche ou pas, expérimenter les médicaments sur vous-même, générer du coup de la douleur et de la souffrance pour le test, et il va falloir accepter de souffrir personnellement. Et ces 3 étapes, finalement, font que, au-delà du but, ça devient réellement une mission qu'on doit accepter de prendre en charge ou pas. C'est à chacun de faire le choix. Mais vous voyez que la dimension de l'homéopathie appelle des notions qui sont au-delà du simple technicien de santé, dont le but est de vous mettre un tuyau dans la bouche, dont le but est de vous faire baisser la fièvre. Et vous voyez que déjà, à partir de la deuxième édition, Hahnemann va commencer à comprendre les dimensions supplémentaires qui sont impliquées dans l'homéopathie. On passe au paragraphe 4. Le médecin est en même temps un conservateur de la santé quand il connaît les choses perturbant la santé et engendrant la maladie, et quand il sait les écarter chez les gens en bonne santé. Donc la formulation de ce paragraphe est très proche dans les 6 éditions. Mais comme elle n'est pas absolument identique, on en reparlera sûrement ultérieurement. Dans ce cas-là, j'en mettrai juste une petite note ici pour que... Ah, pardon, vas-y. C'est pas grave. Oui. Je me suis dit que quand on avait le temps, on n'est pas, aux pièces. Ici, c'est tellement important. Il faut que vous cadriez ça dans l'époque de Hahnemann, où on en était à faire des saignées, à donner des sangsues aux malades, à leur donner des bains froids, ou à les purger, ou à les faire vomir. Donc non seulement le but de la médecine, ça consiste à rétablir la santé des gens malades, et cette formulation est très lourde de sens, on aura l'occasion de développer, on ne va pas se lancer là-dedans ce soir, mais ici, Hahnemann pose déjà à la fois dans la médecine une approche qui est
bien sûr thérapeutique dans le but de la santé, mais il montre ici que on doit aussi, nous, en tant que médecins, être des gens qui sommes conservateurs de la santé, c'est-à-dire qu'il faut arriver à montrer aux patients les choses qui peuvent perturber leur état de santé, les rendre malades et entretenir la maladie. Donc il y a une dimension de médecine au sens aujourd'hui, comment on appelle ça, la médecine où on fait des statistiques épidémiologiques, Oui, oui. déjà qu'a introduit Hahnemann, et ça c'est un fait là encore complètement nouveau dans l'histoire de la médecine. Donc le but du médecin homéopathe est multiple, il faut arriver à rétablir la santé, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qui permet aux gens malheureusement de s'écarter de cette santé, de tomber malade. Et la notion de maladie fait que on ne peut pas concevoir autrement la maladie que comme un écartement de la santé, ce qui veut dire que vous n'êtes pas malade parce que quelque chose d'étranger dans votre organisme ni rien. Nous irons plus loin en comprenant que l'état de maladie est une dissonance dynamique par rapport à l'état idéal de santé. Et en plus, il faut sous-entendre dans ce paragraphe que quand le médecin connaît les choses qui perturbent la santé et engendrent la maladie, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement les règles d'hygiène du patient, et ce sera l'objet de notre prochaine émission. Parfait. Donc on va y revenir de toute façon. Autre paragraphe, en gras dans le texte cette fois. Chaque remède. Alors peut-être qu'on pourrait aussi mettre chaque médicament. On est tenté de mettre remède par le faux ami que ça représente, mais chaque remède peut montrer la plupart des symptômes perceptibles dans une maladie donnée, parmi les symptômes créés par lui, sur des organismes sains, et peut guérir cette maladie de la manière la plus rapide, la plus radicale et la plus durable. Ça, Donc, tu vas nous commenter ça, j'imagine, déjà. Oui, ben, je pense que c'est une formulation de la loi de similitude qui est spécifique à la première édition, puisqu'on verra qu'elle est formulée différemment dans les éditions suivantes. Et donc, là, on retrouve toujours les caractères habituels vis-à-vis de la similitude, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur les expérimentations chez l'homme sain, et que le remède qui agit d'une façon homéopathique doit agir rapidement, radicalement et durablement. Alors, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Bien volontiers, tu me connais, il ne faut pas me brancher là-dessus. Mais on peut prendre plusieurs choses pour votre illustration. Guérir de façon rapide, douce et permanente, c'est l'objectif que doit atteindre la médecine. Et si on perd de vue cet objectif, on est prêt à découper les malades, à les faire souffrir, et c'est la porte ouverte à bien des excès. Donc ça définit le canon idéal de la médecine. Ensuite, on parle de guérir, alors que le mot guérir est bien entendu chassé du vocabulaire de la médecine, puisqu'il s'agit surtout de ne pas guérir, de continuer à rendre gentiment les gens malades, toujours plus pour qu'ils consomment. Et ici, on a une ébauche tout à fait basique de la similitude, et c'est très amusant de voir que ici, il se contente simplement de dire, OK, pour guérir une maladie, il faut que les symptômes créés sur l'organisme sain, il faut que les symptômes expérimentaux d'une drogue cadrent avec ceux de la maladie. Et on verra beaucoup plus tard que l'évolution jusqu'au 6e organon sera absolument fulgurante, puisque la définition de l'homéopathie, du mécanisme d'un médicament homéopathique, fera intervenir la similitude, bien sûr, mais le fait que, en fait, on n'a plus du tout la notion d'un médicament qui produit des symptômes, mais il va parler de deux affections dynamiques qui vont s'éteindre mutuellement, point à la ligne, à condition que pour guérir, celle qu'on va administrer artificielle soit plus forte, et ensuite ressemblante dans les symptômes qu'elle produit, et troisième point, qu'elle soit différente en genre, ce qui est quelque chose de très méconnu là encore dans l'homéopathie, puisque vous ne pourrez jamais guérir avec un médicament qui est identique à la maladie à traiter par sa nature. Vous ne pourrez pas guérir la rougeole par la rougeole, bien entendu. Donc ça, ce sont autant de points qu'on pourra développer largement. Voilà, excuse-moi Bruno, c'est bon Non, il n'y a pour pas de mal. ça. C'est pertinent ce que tu dis. C'est à toi. Je suis prêt. Comme je pensais que tu disais quelque chose. Non, vas-y, c'est toi qui cites les paragraphes. C'est au malade qu'il faut attribuer la plus grande confiance à l'égard de ses sensations, excepté dans les maladies simulées. Donc là, déjà... Donc là, vous vous souvenez peut-être, on en avait déjà parlé dans la médecine de l'expérience, où il le citait de la même façon, et on le retrouvera dans les 6 éditions de l'Organon, formulées de la même façon. Donc ça reste quand même quelque chose d'important. Les sensations du patient en dehors des maladies simulées sont des symptômes guides pour la prescription du remède.
symptôme d'autant plus guide et important que chaque fois qu'on va prescrire un médicament homéopathique, on va s'acharner à individualiser le cas, et cette individualisation va volontiers faire intervenir donc des symptômes qui peuvent être rares, bizarres, étranges, particuliers, caractéristiques de chaque cas, et les sensations jouent ici un rôle immense. Et vous vous rendez compte qu'il faudra attendre plus de 2 siècles après Hahnemann pour que la médecine classique commence à s'intéresser aux différentes sensations que les patients peuvent ressentir. Basiquement, ça ne sert à rien en médecine classique, puisqu'on n'a que faire des sensations. Mais petit à petit, on va découvrir bien sûr que ces sensations trahissent un mode de fonctionnement qui est particulier à chaque patient, une physiologie qui lui est propre. Et évidemment, vous pensez que si vous avez quelqu'un qui vous décrit dans ses migraines, j'ai l'impression d'être déchiqueté comme s'il y avait des griffes d'un chat qui venait m'arracher la tête, eh bien, si vous avez entendu déjà des gens se plaindre de maux de tête, vous vous rendez compte que là, vous avez affaire à quelque chose de très particulier qui vous rentre dans l'oreille. Et pour la guérison, il faudra trouver une substance qui soit capable de vraiment posséder cette sensation particulière. Autrement, vous ne pourrez pas guérir. D'où l'intérêt de comprendre à chaque fois la façon de caractériser les cas grâce aux symptômes particuliers et évidemment aux sensations qui sont particulières. En l'occurrence ici, peut-être tu connais la kénote ici que j'ai citée. Je ne sais pas lequel des remèdes a l'impression d'une griffe qui fouaille le cerveau. Ça ne me dit rien. Bon, c'est Arsenicum album. D'accord. C'est une kénote. Tu peux me croire. Oui, mais ça n'a pas de problème. On passe à un autre paragraphe, une note du paragraphe 86, qui est une citation latine traduite en français d'Albrecht von Haller. Je la lis si vous voulez. Oui, oui. Il est certain, n'est-ce pas, qu'il faut essayer un médicament sur un corps sain, sans aucun mélange, et après avoir vérifié son odeur et sa saveur, il faut en faire absorber une dose minime et observer attentivement, selon les divers états psychologiques et moraux qu'il y aura ensuite, quel est le pouls, quelle est la température, quelle est la respiration, quelles sont les excrétions. Ensuite, selon l'évolution des symptômes qui se produisent chez le sujet sain, on passera à l'expérimentation sur un malade, etc. Donc Albrecht von Haller était un médecin suisse du XVIIIe siècle, un homme extrêmement savant, considéré par Grimm comme l'homme le plus savant de son siècle, qui avait expérimenté les plantes suisses, et en particulier Veratrum album, et qui avait posé les bases de l'expérimentation humaine à dose pondérale. Mais quand même, Hahnemann a conservé cette citation dans les 6 éditions de l'Organon, et parle du grand, de l'immortel Albrecht von Haller. Donc ce n'est pas n'importe qui. Peut-être tu veux faire des commentaires là-dessus. Bien sûr. Tu l'as très bien fait remarquer. Hahnemann a conservé la citation de Haller sur les 6 éditions. Oui. Ça a un sens énorme. D'abord, ça souligne l'honnêteté intellectuelle de Hahnemann à un degré, je dirais, presque de maladive. C'est-à-dire qu'il est allé fouiller dans tout ce qui avait été dit avant lui pour essayer de voir si déjà la piste n'avait pas été plus ou moins suivie de la découverte du traitement par les semblables. Et en effet, c'est, je crois, unique dans l'histoire de la médecine. Quelqu'un a noté on devait expérimenter les substances pour connaître leurs propriétés chez l'homme sain, qui devait servir finalement de réceptacle à la substance pour voir comment cette substance pouvait s'emparer du corps et provoquer des symptômes. C'est la seule façon rationnelle de tester parce qu'en fait, quand on est dans la maladie, le médicament va agir sur la maladie, finalement, dans l'expression de la maladie. Vous ne pourrez rien savoir des propriétés inhérentes à une substance. Et donc là encore, c'est quelque chose qui bouleverse les habitudes parce que les gens n'ont pas du tout cet esprit à penser comment une substance chez l'homme sain, qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que ça bouleverse totalement les idées reçues de la médecine classique qui cherche à empêcher les symptômes dans une maladie alors que, avant toute chose, il faut connaître les propriétés exactes des agents médicamenteux en sachant de quelle façon ils peuvent rendre malade. Et de là seulement, de façon rationnelle, comme il dit le patron dans cette première audition, de façon rationnelle, on aura enfin une médecine capable de dire pourquoi un médicament peut être indiqué chez Pierre et pas chez Paul, que Pierre et Paul puissent être affligés de la même maladie, c'est-à-dire qu'ils aient suffisamment des symptômes communs d'une maladie pour qu'on puisse l'étiqueter comme telle, c'est une chose, mais on va se rendre compte que chacun dans sa maladie va avoir des symptômes qui lui sont particuliers. Et la difficulté, bien sûr, c'est là encore de caractériser. Voilà une petite parenthèse, et c'est impressionnant que Hahnemann
a toujours cette honnêteté méticuleuse de citer qui a fait avant lui ou pas, à comparer évidemment avec les travaux qui sont soit carrément falsifiés dans les journaux de médecine classique actuels, soit publiés à la hâte, l'essentiel étant juste de publier. Autre paragraphe important, ça c'est toi qui reprends là. En faisant cette recherche d'un remède homéopathique spécifique, les signes frappants, singuliers, caractéristiques sont surtout à considérer les premiers. Et ça, c'est... Je te Donc, laisse... là c'était déjà ébouli. cité dans la médecine de l'expérience, et c'est ce qui préfigurera le paragraphe 153 de la 5e et de la 6e édition de l'Organon, que tu connais bien aussi. Hein, Légèrement. Donc, les caractères gras sont en gras dans le texte, donc ce n'est pas un hasard si je les ai mis comme ça. Il faut que nos auditeurs comprennent quel est le sens du signe frappant singulier. Parce que, dans un premier temps, très logiquement, vous pourriez souligner, on va dire, la contradiction apparente, puisque on vous explique qu'il y a une totalité de symptômes. Quand on tombe malade, c'est un ensemble de symptômes. Et vous êtes en train, là, maintenant, de nous expliquer comment l'homéopathie, il faut d'abord s'attacher à trouver le médicament qui couvre les symptômes caractéristiques. C'est parce que les signes qui sont communs et qui appartiennent à la totalité ne servent pas réellement de guide dans le choix d'un médicament, puisque pour choisir le médicament, il nous faudra ce qui est propre à ce cas particulier qu'on a soulevé. Si je peux prendre un exemple avec les portraits robots que vous pouvez avoir si vous êtes policier, si on vous décrit que le suspect, il est grand, il est petit, il est gros, il a les yeux bleus ou il a les cheveux longs, vous comprenez que vous êtes un petit peu mal pour choisir dans votre liste connue de suspects déjà ayant été appréhendés. Si maintenant on vous dit « Ah mais attendez, il y a un petit problème, il est manchot », on a même un film qui est basé là-dessus, excellent film, eh bien vous vous rendez compte que dans ce cas-là, vous pouvez diminuer le nombre de candidats à quelques-uns. C'est le rôle du signe caractéristique et c'est là que vous avez toute la difficulté de l'homéopathie, où il faut avoir ingurgité, compris, assimilé toute la science de l'homéopathie, toutes les lois et les principes de guérison, et après, c'est une dimension artistique pour que vous arriviez à observer ce qui est rare, frappant et singulier. Autre paragraphe important. Il n'est en aucun cas nécessaire pour la guérison d'employer plus d'une seule substance médicinale simple à la fois. Alors, cette formulation sera identique de la première à la 5e édition de l'Organon. Elle sera un peu modifiée dans la 6e édition, mais le sens profond reste le même. Donc Hahnemann a toujours été profondément uniciste, et on verra que c'est la même chose dans sa pratique. Dis donc, c'est la base de toute science. Si vous commencez à bouger tous les paramètres d'une équation, comment voulez-vous en tirer le moindre enseignement? Et c'est d'ailleurs assez amusant, parce que si vous allez sur le forum, on a quelqu'un qui nous pose la question d'une interaction supposée entre médorinum et la survenue de je ne sais plus quel symptôme cardiaque. Or, il se trouve que le malade a pris du médorinum, du gelsémium, du je ne sais quoi, plus encore des mélanges qui contenaient eux-mêmes des tas de médicaments. Alors bien sûr, vous vous rendez compte que c'est ridicule de pouvoir attribuer quoi que ce soit à n'importe quel médicament dans le tas ou pas, et que vous ne pouvez tirer aucun enseignement d'une telle pratique qui est juste de la barbarie, qui n'a rien à voir avec de l'homéopathie, bien entendu. Deuxième objectif, assembler les différentes parties de la première édition de l'Organon pour en présenter une synthèse. Donc il y a deux parties dans la présentation de toutes les éditions de l'Organon, pas spécialement de la première, mais justement les bases ont été construites dès la première. Donc il y a les bases conceptuelles de l'homéopathie qui comprend les paragraphes 1 à 37, avec le concept de guérison qu'on a vu dans le premier paragraphe, le concept de conservation dans la santé qu'on a vu dans le 4e paragraphe, le concept de maladie qu'on n'a pas cité mais qui est peu développé dans la première édition et qui le sera beaucoup plus dans les éditions suivantes, et le concept de similitude qu'on a vu dans le paragraphe 19. Donc là, c'est des bases conceptuelles assez solides. Qu'il va étoffer sans arrêt, puisque dans l'Organon 6, on va se retrouver avec des paragraphes de 1 à 70 pour la même chose. Donc il y a eu inflation, et fort logiquement, parce que les concepts qui seront décrits là-dedans sont tellement en avance encore sur notre époque que vous aurez de la peine à les imaginer. Et le raisonnement en fait, que Hahnemann va développer tout au long de ces 70 premiers paragraphes est tout simplement impossible à contrecarrer. Ça fait pour ma part 30 ans que je m'y essaye et je n'y suis pas encore arrivé en tout cas. Donc deuxième partie de cette synthèse, si ça veut bien passer. Ouais, vas-y, résiste. Voilà.
Alors, il y a encore, toujours dans la première partie, excusez-moi, je n'ai pas fini, il va parler de la nature des maladies, et c'est une notion qui existe déjà dans la médecine de l'expérience, où il affirme que dans l'organisme ne peut exister qu'une seule maladie à la fois. Cette notion sera contrecarrée dans les éditions suivantes de l'Organon. On en reparlera au fur et à mesure, mais Hahnemann acceptera qu'il y ait plusieurs maladies à la fois dans l'organisme. Et enfin, on va parler de la définition et de la nature curative des médicaments. Et dans la définition, Hahnemann parlait des médicaments comme une contrepuissance pathogène. C'était un petit peu pompeux, il ne l'a pas conservé pour les éditions suivantes. Ici, on peut ajouter quand même ce point très important, une seule maladie à la fois. Alors, il a après beaucoup évolué dans ses observations, mais là encore, il ne s'agit pas d'interpréter autre chose que les faits et juste les faits. Il n'y a pas de théorie qui voudrait qu'on exige qu'il n'y ait qu'une seule pathologie à la fois. Et vous voyez bien que quand on est malade, on peut avoir plusieurs pathologies à la fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'en fait, chaque fois, l'organisme réagit comme une totalité malade, mais que, suivant leur puissance, les phénomènes dynamiques qui vont interférer entre eux vont pouvoir donner des résultats différents. Quand vous avez deux maladies très dissemblables dans leurs manifestations, elles peuvent très bien d'abord se repousser mutuellement. C'est ce qui arrive par exemple quand vous nous écoutez aujourd'hui et que vous dites par exemple, tiens dis donc c'est vrai, j'ai 40 ans et ça fait 20 ans que je n'ai jamais eu de fièvre. Ça veut dire juste que votre état de santé est déjà, on va dire, accaparé par une maladie chronique qui est déjà tellement intense qu'il n'y a plus la place possible pour qu'un épisode aigu, un virus, qu'est-ce que vous voudrez comme bactérie, puisse venir s'installer chez vous. Vous avez aussi le cas de figure où deux maladies qui sont ma foi, à peu près égales en puissance, vont pouvoir arriver dans un organisme. Et dans ce cas-là, on observe que les maladies vont se répartir, elles vont se partager, si je peux dire, géographiquement le territoire. Et ça va être très intéressant à traiter parce qu'on va avoir des symptômes qui appartiennent à une catégorie, d'autres qui appartiennent à une catégorie différente. Et ça représente déjà un sacré défi à relever dans l'homéopathie. Et enfin, vous avez des circonstances encore plus bigarrées, où vous allez avoir des accumulations de pathologies qui vont rendre les choses affreusement compliquées, bien sûr, à traiter. C'est ce qui arrive quand les patients ont été traités pendant des années avec des médicaments puissants qui n'ont jamais rien fait d'autre que de modifier la symptomatologie sans que le niveau de santé du patient ne progresse. Et on se retrouve, bien sûr, dans des situations parfois inextricables à gérer. Mais on reviendra là-dessus sur les éditions suivantes de l'Organon parce que c'est important et puis le débat n'est pas clos là-dessus. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a une ou plusieurs maladies. Hahnemann donnait toujours un seul remède à la fois. Donc la deuxième partie de la synthèse de l'Organon parlait de la nature du procédé curatif homéopathique. Et là, vous voyez que les paragraphes sont plus nombreux et plus différents. Donc il a commencé par rechercher les signes individuels de chaque maladie. Et vous vous souvenez qu'en particulier, il fallait rechercher les signes frappants, singuliers, caractéristiques. Donc ça faisait partie des choses. Il a parlé également de la prise de l'observation, et elle était extrêmement précise et déjà bien développée dans la médecine de l'expérience. Et cette prise de l'observation était tellement précise dans la première édition de l'Organon que dans les éditions suivantes, elle restera très proche dans la formulation, sans être identique complètement. Alors, la première édition de l'Organon parlera aussi de l'expérimentation de chaque remède chez l'homme sain. Alors, ça, c'est un paragraphe qui est relativement peu développé, mais on en reparlera ultérieurement. C'est là qu'on a eu la citation d'Albrecht von Haller, entre autres. Et à l'époque de la première édition de l'Organon, Hahnemann n'était pas encore convaincu que l'homéopathie soit la seule voie de guérison possible des maladies. On continue toujours la nature du procédé homéopathique curatif. Alors, en cherchant des généralités... Ah ben ça, on l'a déjà vu. Oui. Donc, les généralités sur le choix et l'action du remède homéopathique, c'est des paragraphes très importants. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est à ce niveau-là qu'il faut rechercher les symptômes frappants, singuliers et caractéristiques. Donc, les maladies particulières, il y a les maladies où il existe une provision trop petite de remèdes homéopathiques disponibles
pour la découverte d'un remède parfaitement homéopathique. Ça, ce sera conservé dans les 6 éditions de l'Organon. Et on en reparlera parce qu'effectivement, la réserve des remèdes homéopathiques n'est pas inépuisable et on peut avoir des maladies où on a un effet partiel sur elles. On parlera également du traitement des maladies partielles, avec les maladies partielles internes qui sont assez bien développées dans la première édition de l'Organon, et les maladies partielles externes qui seront beaucoup plus développées dans les éditions suivantes et beaucoup plus approfondies également. Et enfin, le traitement des maladies psychiques, qui restera dans les 6 éditions, mais plus développé dans les éditions ultérieures. Alors, je vais peut-être rebondir avant que tu passes au prochain, Vas-y. pour leur mettre une petite note ici. C'est quelque chose qui va évoluer tout au long du 6e, enfin tout au long de l'Organon jusqu'au 6e. On va avoir à chaque fois la discussion ici de 2 cas de pénurie, soit une pénurie de médicaments, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un médicament assez ressemblant par rapport à l'affection à traiter, soit une pénurie de symptômes qui fait qu'on traite une maladie qu'on va appeler défective, qui n'est pas capable d'être clairement révélée, si vous voulez, par des symptômes assez pertinents. Ces maladies défectives sont relativement rares parce qu'une maladie en fait va être défective du fait que le praticien ne va pas la plupart du temps être capable de voir ce qu'il y a de bizarre, rare, particulier dans chaque affaire. Mais quand elles sont là vraiment présentes, ces maladies effectives, elles sont de 2 types distingués par Hahnemann, interne et superficielle cutanée. Et celles qui sont superficielles vont nous mener à des discussions immenses parce que Hahnemann va démontrer avec brio que le petit bout de truc qui dépasse sur la peau, le bouton qui est là, l'éruption qui est là, la verrue qui est là, eh bien, ça représente quelque chose qui est intimement lié à l'état général du patient et dont vous ne pouvez pas, en aucun cas, faire abstraction du fait que ce symptôme appartient à la totalité. Plus loin encore, Hahnemann va démontrer que lorsque vous traitez l'état interne, la pathologie locale, supposée locale et indépendante du reste est guérie, ce qui prouve à quel point elle était connectée avec le reste. Mais pire encore, il va établir quelque chose qui va être ensuite encore plus généralisable, c'est que ce symptôme particulier local ne doit surtout pas être traité comme tel, bricolé localement, parce que pour la peine, vous allez détruire l'endroit où un équilibre s'était formé entre la progression interne de la maladie et la réaction de l'organisme pour repousser ça, et vous allez vous retrouver vers des pathologies toujours plus internes, toujours plus profondes. C'est évidemment ce que réalise la médecine classique, surtout à travers la dermatologie, qui reste à des applications locales. L'organe, la pire victime de la médecine classique, ici étant la peau qu'on a sous la main et qu'on peut évidemment barbouiller de toutes sortes de produits. Et enfin, la dernière partie de cette 2e partie de la synthèse parlera des lois spécifiques de la médecine rationnelle en vue de l'art d'utiliser le remède. Alors là, c'est toutes les manières de préparer le remède, toutes les manières de l'administrer, et là aussi, il y aura beaucoup d'évolutions ultérieures dans les éditions suivantes. Ouais, c'est un raffinement constant, une évolution constante jusqu'au raffinement, on va dire, ultime du 6e Organon. Et ce qui est important, c'est que, tu as très bien dit tout à l'heure, il va commencer à parler de lois spécifiques qui se dégagent jusqu'au moment où finalement son expérience et sa réflexion vont arriver à l'amener à la situation où il va être obligé de dire « Mesdames et messieurs, je suis désolé, il n'y a pas d'autre forme de guérison que l'homéopathie ». Et donc, dans ce premier Organon, il n'est pas capable, évidemment, de formuler encore ça. Peut-être qu'il y a d'autres lois, d'autres règles. Et plus il creuse, plus il va se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul chemin possible en matière biologique pour guérir. Il faut administrer le semblable. Sinon, toutes les autres thérapeutiques qui visent à bricoler ici et là un symptôme, toutes ces autres thérapeutiques vont induire un dérèglement supplémentaire du niveau de santé. Vous allez supprimer des symptômes et vous allez aggraver sans arrêt l'état du patient. Donc là, on va reprendre quelques idées synthétiques de la première édition de l'Organon. Donc il a utilisé une démarche inductive basée sur des faits. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase, je l'ai utilisée aussi dans Essai sur un nouveau principe. C'était exactement la même chose pour la première partie de cet essai. C'est-à-dire qu'il s'est basé sur des exemples des autres médecins qui avaient fait des guérisons par loi de similitude. Ensuite, il a posé les bases conceptuelles de l'homéopathie et il a parlé ensuite de la nature du procédé homéopathique curatif. Et donc ça, c'était une démarche extrêmement précise et qu'il a conservée dans toutes les éditions de l'Organon. Alors la médecine de l'expérience fut le véritable précurseur de l'Organon. On en avait parlé pour la médecine de l'expérience.
mais beaucoup de paragraphes de la médecine de l'expérience préparaient déjà la première édition de l'Organon. Je vous rappelle que la médecine de l'expérience a été publiée en 1805 et l'Organon en 1810, la première édition. Donc malgré les 5 ans de choses qu'il a travaillées entre les deux publications, il y a beaucoup de choses de la médecine de l'expérience qui sont restées. Et enfin, les murs porteurs des éditions ultérieures de la première édition de l'Organon sont restés. Ces murs porteurs sont la similitude, qui est la similitude entre les symptômes expérimentaux du patient chez l'homme sain et les symptômes du malade, la globalité exprimée par le remède unique qu'on prescrit pour la totalité des symptômes du patient, et la dose minimale qui restera une chose nécessaire et pas forcément toujours présentée de la même façon dans les éditions ultérieures. Toujours, pardonne-moi, toujours très loin d'être quelque chose que les prescripteurs connaissent, hein, puisque de temps en temps, heureusement, on en a qui ont la similitude, peu ont la globalité, parce qu'on leur a enseigné comment traiter avec l'homéopathie sur le mode allopathique. Hein, on va vous donner un truc pour le foie, pour la rate, pour la vésicule, pour tout ce que vous voulez, sans comprendre que, comme Hahnemann le donne très très bien comme exemple plus loin dans l'organon, si vous avez un traumatisme à un petit bout quelque part, l'ensemble de l'organisme va immédiatement réagir comme un tout qu'il est. Chaque cellule est informée de ce qui se passe chez les voisines, avec des interactions qui nous dépassent. Et dans l'autre sens, quand on tombe malade, je le rappelle, c'est la globalité qui s'exprime. Donc il faut qu'on arrive à mimer ce mécanisme général pour arriver à la guérison. Et enfin, alors la dose minimale, effectivement, c'est quelque chose de terrible parce que pour beaucoup, on confond dose minimale et dynamisation. Alors c'est vrai que le fractionnement va faire que très rapidement, vous n'aurez plus sur le papier, en tout cas, la moindre molécule, mais on fait appel, quand on parle de la dose minimale, à la quantité minimum de produits homéopathiques qu'on va administrer au patient. Et ça, c'est seulement dans le 6e organon qu'il aura la réponse à cette question. Alors, on continue sur les idées synthétiques. Dans toutes les éditions de l'organon, il n'y aura pas de théorie sur les causes des maladies. Donc ça, c'est une idée globale dans les éditions de l'organon. Heureusement, sinon il n'y aurait plus un clou à l'heure actuelle. Ouais. Et il n'a donné aucun exemple clinique de la méthode, et ça aussi, c'est permanent dans les 6 éditions. Les principales références citées sont Hippocrate, surtout pour l'introduction de la première édition de l'organon, et surtout pour la manière de prendre l'observation. On a vu dans Esculape dans la balance qu'Hippocrate était un maître pour Hahnemann dans la manière de prendre les observations, et Albrecht von Haller, qui a mis en place les principes généraux d'expérimentation chez l'homme sain. Alors, tu veux faire des commentaires là-dessus? C'est tellement énorme, si tu veux, que je vais essayer de vous faire le commentaire minimum. Mais bien des fois, beaucoup d'auteurs, en tout cas modernes, à partir du début du XXe siècle, ont cédé à la tentation qui consiste à faire des théories. Hahnemann, comme tu l'as dit Bruno, va nous mettre à partir de la 2e édition une note au paragraphe 1 qui consiste à dire que le seul job de l'homéopathe, c'est de guérir les gens malades. C'est ce qu'on appelle rétablir la santé. Il ne parle pas de guérir les maladies, mais c'est un autre point. Et dans ces notes, il demande deux choses: de renoncer aux théories et à toutes les explications fumeuses que vous allez pouvoir avoir pour les phénomènes, et de renoncer une fois pour toutes à l'idée très naïve que vous allez comprendre quelque chose de ce qui se passe dans l'intérieur de l'organisme. Vous savez à quoi servent le cœur, les poumons, le cerveau. Pourquoi pas? C'est intéressant et c'est une connaissance qui est toujours bonne à prendre. Mais vous ne pouvez en aucun cas faire de la théorie sur la façon dont un médicament peut agir et encore moins sur la façon dont il faut le prescrire en fonction de cette théorie. Et le problème est que dans l'homéopathie, on a vu l'irruption qu'a pu faire la psychologie, l'irruption qu'a pu faire la chimie, la physiologie, l'irruption qu'ont pu faire des tas de trucs avec du New Age, du pendule, de tout ce que vous pouvez imaginer, qui ne sont pas de l'homéopathie, là encore, puisque l'homéopathie se contente simplement d'être extrêmement factuelle, c'est la méthode inductive. Vous allez partir du principe qu'une fois pour toutes, vous ne pourrez pas expliquer le fonctionnement interne, vous ne pourrez rien en déduire d'autre que quelque chose est perturbé, qui se manifeste à nous par des symptômes, point à la ligne. Et voilà, la difficulté ici, ça va être de faire le ménage actuellement dans l'homéopathie, parce qu'on a une profusion de vendeurs de systèmes et de théories qui vous font croire qu'ils lavent plus blanc
que les autres et qui ont malheureusement tous faux puisqu'ils font des théories que par définition une théorie est fausse. C'est la conception étriquée d'un petit cerveau humain face à quelque chose qui est le résultat de 4 milliards et demi d'années d'évolution en supposant gentiment que la vie soit apparue que d'abord sur la Terre. Donc ça n'a bien entendu aucune validité. Hahnemann disait dans les maladies chroniques qu'il croyait plus à l'expérience qu'à son intelligence. Vous l'avez déjà cité, je crois, une fois. Troisième objectif. Et la même malédiction a frappé l'école d'Hippocrate après que à Salerne on se soit mis à faire bien pour faire des théories. Et c'est cette attraction terrible pour les humains de vouloir paraître savants en vous faisant des théories qui montrent que eux ils ont compris, moi j'ai compris. Si à la place on pouvait leur greffer une seconde zigounette et qui nous empêche plus de penser, ça serait merveilleux. Mais malheureusement les humains ont besoin de briller, de faire croire que eux ils ont compris. Et c'est la vieille blague de la différence entre Dieu et un chirurgien que tu connais sûrement, ouais, non hein? Alors je vous la refais vite fait. La différence, c'est que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Donc, troisième objectif, intégrer la première édition de l'Organon dans l'évolution de Samuel Hahnemann. Donc ça, c'est important parce que je vous avais dit qu'on ne peut pas étudier un volume de l'Organon sans l'étudier par rapport à son contexte. Donc on va parler de l'évolution de Hahnemann avant 1810, date de la publication. Alors, on va voir déjà l'évolution des publications. On a vu ensemble déjà Essai sur un nouveau principe, paru en 1796, La médecine de l'expérience, paru en 1805, Fragmenta de Viribus, qui est la première matière médicale latine de Hahnemann, publiée en 1805 également. Et un texte très important pour cette publication-là, c'est l'indication sur l'usage homéopathique des remèdes dans la pratique précédente, qui va être l'inducteur de l'introduction de l'Organon sur toute l'introduction avant les paragraphes. Donc ça, c'est un texte qui date de 1808 ou 1809, quelque chose comme ça. Peu de temps avant l'Organon, mais il avait déjà mis en place pas mal de choses entre la médecine de l'expérience et ses indications sur l'usage homéopathique des remèdes. Alors, l'évolution personnelle d'Hahnemann avant 1810. Donc, Hahnemann, en 1810, il avait 55 ans. Il s'était installé à Torgau en 1805. Et on avait vu dans Esculape dans la balance qu'il s'était séparé de la médecine officielle à peu près en 1805 également. Et il avait un travail solitaire. Et malgré sa matière médicale publiée en latin, même les deux premiers volumes de la matière médicale pure dans la première édition étaient le résultat d'expérimentations d'Hahnemann et de sa famille, de personne d'autre. Donc là, quand il a publié la première édition de l'Organon, il avait les bases de l'expérimentation clinique, mais il n'avait pas les élèves pour le faire. On y reviendra un peu plus tard. Dans l'évolution après 1810, donc l'évolution des publications, donc il y a eu les publications majeures, avec la deuxième édition de l'Organon en 1819, la troisième en 1824, la quatrième en 1833. J'ai dû en oublier, oui. Non, c'est-à-dire que... Non, c'est bien, c'est 3 piliers oui, finalement. Il y en a une en 1835 qui est la cinquième, et la sixième qui est apparue en 1800, qui a été publiée officiellement sur la traduction officielle en 1992. Et donc la matière médicale pure a connu 3 éditions successives entre 1811 et 1833. Donc 1811, c'était le premier volume, juste après la publication de la première édition de l'Organon. Et les maladies chroniques ont connu 2 éditions successives, une publiée en 1828 jusqu'en 1830 et une publiée en 1835 jusqu'en 1837, jusqu'en 1839. Donc la deuxième édition a été publiée pendant la période parisienne. Pour les publications mineures, un écrit important a été publié en 1812, c'était L'éléborisme des anciens, on en reparlera sur Veratrum Album, et c'est ce qui lui a permis de pouvoir exercer à la faculté de Leipzig et d'avoir des élèves pour faire ses expérimentations. En 1814, il a traité une épidémie de typhus d'une façon très brillante. 100 malades, un décès. Voilà, oui. Et donc, en 1830 et 1831,
il a publié sur le traitement du choléra sans avoir eu d'épidémie particulière, mais ceux qui ont traité d'après ces principes en 1832 pendant la grande épidémie en France et en Angleterre ont trouvé la véracité des écrits d'Hahnemann très, très utile pour les patients, quoi. Il faut vous dire pour nos auditeurs à quel point ce que tu dis là est énorme. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que sans avoir eu sous la main un seul cas, juste après la description des symptômes des patients qui étaient affligés du choléra, il était capable de dire, OK, vu d'ici, il y a 3 principaux médicaments qui vont convenir, et on sait exactement ce qu'on a observé. C'est-à-dire qu'avec ces 3-là, on a guéri la plupart des cas. Il faut dire que l'impact de l'homéopathie à cette époque a été tel qu'en France, on s'est retrouvé devant une pénurie de camphre. Tout le monde a eu besoin de prendre du camphre, camphora étant l'un des principaux médicaments pour traiter et même prévenir le choléra, que tout le monde s'est jeté à acheter du camphre, et il y a eu une pénurie de camphre à cause, ou plutôt grâce au traitement homéopathique, bien sûr, et qui a drastiquement changé la mortalité, qui était de l'ordre de parfois 20, 25, 30%, suivant les régions. La mortalité de l'homéopathie tombait à quelques ridicules pourcents. Avec des règles hygiéniques précises aussi, ce que n'avaient pas les médecins. Oui, parce que dans le traitement du choléra, à ce moment-là, je ne voulais pas développer, dans le traitement du choléra, il a, suite à son observation clinique, il est le premier, là, ici, encore, à découvrir finalement l'impact du germe, parce qu'il décrit que le choléra est probablement dû à des êtres microscopiques, en tout cas qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui sont des nuées autour des patients et qui sont dans les vomissements et les selles, et ce qui a permis en plus de dire attention, on se décontamine, on fait attention aux excrétions du patient, c'est là que ça se passe. C'est absolument brillantissime. Il a même, avant même qu'on ait pu déterminer, à la suite des travaux de Pasteur et de ses successeurs, le vibrion colérique, il est arrivé à déterminer que par le seul raisonnement et l'observation, il est arrivé à déterminer avant qu'on ait vu le germe. C'est absolument ahurissant de voir la qualité, ici encore, de préscience de Hahnemann. On va en reparler dans l'émission suivante sur les règles hygiéniques d'Hahnemann, c'est important. Alors l'évolution personnelle de Hahnemann après 1810, donc je vous l'ai dit, il a été à Torgau jusqu'en 1812, où il a présenté une thèse à l'université de Leipzig qui était tellement brillante qu'on lui a donné le droit d'exercer là-bas. Et donc il est resté à Leipzig entre 1812 et 1821, où là il a eu un procès par les pharmaciens pour exercice illégal de la pharmacie, procès qu'il a perdu et qui l'a conduit à partir à Köthen, où là il a pu à nouveau fabriquer ses remèdes. Il a donc vécu à Köthen de 1821 à 1835, où là il est parti à Paris. Et il a recommencé sa pratique peu de temps après son arrivée, jusqu'à quelques mois avant sa mort en 1843. Donc ça, c'est le contexte après 1810. On va passer au 4e objectif, qui est d'illustrer la mise en pratique de la première édition de l'Organon dans une partie des journaux de malades d'Hahnemann. Alors, je vous rappelle que la loi de similitude a été formulée en 1796, que les premières observations homéopathiques d'Hahnemann ont été rassemblées vers 1799-1800 et que la première matière médicale est parue en 1805. Donc j'ai étudié le 8e volume de la série allemande non publié jusqu'à présent parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Stuttgart à l'Institut pour l'histoire de la médecine pour en photocopier une partie. Et j'ai étudié une partie de la série française, mais là, ça fait une bonne partie maintenant, puisque j'ai pratiquement étudié les 3 quarts maintenant. Bon. Donc ça, c'est autre chose. Donc on arrive à ce premier volume de la série allemande, là, ce 8e volume de la série allemande. Alors vous voyez que tout est écrit en allemand gothique, ce qui est difficile à lire, sauf les dates. Vous voyez le 1er janvier 1810, là, qui est bien marqué. Donc Hahnemann consultait pratiquement tous les jours de l'année, et sauf le nom des patients et les prescriptions. Vous avez ici Sina qui est proposé. Vous avez ici, alors là, on ne voit pas bien ce que ça doit être. Je regarde si j'en vois d'autres.
vous avez ici Ferrum metallicum, et puis on doit trouver Nux vomica. Ah voilà, Arsenicum album ici, si vous voyez sur ma gauche là. Ces deux petits ronds avec un trait, ça veut dire Arsenicum album. Et donc vous avez deux types d'observations, soit des observations courtes qui rapportaient au jour le jour, soit des observations plus longues avec un rapport quotidien des symptômes du patient. Et le patient venait le voir à peu près une fois par semaine ou des fois plus, ça dépendait. Donc là, vous avez les deux types d'observations qu'on retrouvera un peu partout, sauf que dans la série française, les observations ne seront pas plus prises au jour le jour comme dans la série allemande, mais patient par patient. Autre type d'observation, vous voyez ici par exemple le 16 de chez Kuckelbois, Hahnemann a rapporté 5 observations. Et dans ces observations, on voit placebo, on voit à nouveau Ferrum metallicum ici, il y en a d'autres encore que je n'arrive pas toutes à déchiffrer parce qu'elles sont vraiment difficiles. On voit les noms assez bien lisibles en allemand, les posologies sont souvent incompréhensibles. Là, vous avez des notes répertoriales qui sont écrites à la suite d'un texte, et vous voyez que ces notes sont prises en latin, et donc vous avez différentes notes comme Ténesme de la vessie avec Iociamus et pulsatirea. Vous avez miction involontaire aussi, ici. Ténesme de la vessie, vous voyez qu'il y a plusieurs remèdes, dont Cantaris qui est souligné. Donc des fois on arrive à avoir 2 degrés de valorisation des remèdes, comme ici, là. Et donc on a l'impression que Hahnemann voulait se séparer un peu du patient pour essayer de réfléchir sur ses symptômes, pour pouvoir choisir le remède en fonction de son observation. Donc vous voyez là en bas, on revoit à nouveau l'allemand gothique qui est pris par Hahnemann. Et si on peut, voilà, vous voyez ici que là on a une prescription, c'est encore Ferrum metallicum avec cette petite flèche et ce trait qui sont l'abréviation médicinale pharmaceutique de l'époque. Alors là on arrive dans les observations françaises. Il faudrait réduire un petit peu la fenêtre, voilà. Et là, vous voyez que c'est le début d'une observation écrite dans un français parfaitement lisible. C'est lui, vous voyez sa main, hein. L'écriture de Samuel Hahnemann et ici l'écriture de Mélanie, avec dans les deux cas la prescription de Samuel Hahnemann. Donc là, c'est pour vous montrer des dilutions descendantes de remèdes avec sulfure en 30 CH ici et sulfure en 24 CH ici, avec différentes manières de prescrire dont on parlera ultérieurement. Ce n'est pas encore très important ça. Donc c'est un début d'observation ici, vous voyez, c'est un professeur de langue anglaise qui a 29 ans. Autre type d'observation, c'est ce que je vous parlais dans la série allemande, c'est ce qu'on appelle des journaux de malades, c'est des observations au jour le jour. Et là, il s'agit d'un patient épileptique qui présente des crises jour et nuit. Alors, vous voyez le nombre de crises le jour et la nuit à côté de la date du jour, si vous voulez. Hein. C'est décrit à chaque fois, avec comme prescription Agaricus muscarius en 30 CH. Vous voyez ici une prescription de placebo au milieu, et à nouveau Agaricus là en bas. Donc, tous les symptômes sont rapportés au jour le jour. C'est pour ça qu'on a parlé de journal de malade. On peut dire que chez les patients qui demandaient ces soins, Hahnemann avait un dévouement sans relâche et on a des observations qui durent comme ça des années avec une transcription des symptômes qui est vraiment d'une discipline et d'une qualité extraordinaire, quoi. Autre type d'observation, là vous voyez une prescription sur 3 notes répertoriales. Et pour vous dire que les sensations sont importantes, vous avez la note qui signifie sensation de tremblement intérieur, Inneres Zittergefühl, Gefühl, ça doit être plutôt, et vous avez sensation de dents longues, qui se traduit par Langsein der Zähne, et là vous voyez dans la première ligne, par ordre alphabétique,
tous les remèdes psoriques de calcarea à sulfure, et là, tous les remèdes absoriques de antimonium tartaricum à valériana. Et dans la deuxième note, vous avez les remèdes absoriques qui commencent par arnica jusqu'à rustox, et les remèdes psoriques qui commencent par alumina jusqu'à zincum. Et en bas, vous avez hypocondrie, qui a le même sens qu'en français, où on ne retrouve pas le remède prescrit, qui est sulfure en 18CH, mais dans la matière médicale de sulfure, on trouve des symptômes d'hypocondrie. Et comme le patient allait bien et qu'il avait eu déjà sulfure auparavant, Hahnemann poursuit la prescription en continuant sulfure. Donc, pour les notes répertoriales, les sensations, les signes psychiques, les signes généraux sont les plus importants. Vous voyez ici encore une note répertoriale pour vous montrer qu'on a trouvé parfois des doubles prescriptions. C'est-à-dire, c'est un patient qui présente à la fois une toux et une diarrhée. La diarrhée est chronique, la toux est aiguë. Et pour essayer de passer le cap, Hahnemann fait respirer Nux vomica au cabinet, fort, et il dit de continuer sulfure à partir du lendemain. C'est-à-dire qu'il suppose que Nux vomica va lui calmer sa toux, et après il continuera le remède. Donc on ne peut pas dire que ce soit une double prescription, c'est une prescription successive de 2 remèdes, sans que les 2 remèdes soient pris en même temps. Et donc pas par la même voie non plus, puisqu'il y en a un qui est inhalé et l'autre qui est pris par la bouche. Alors là, vous avez également un type d'observation qui est un peu plus loin dans la suite de l'observation dont on a vu le début, avec des prescriptions de sulfure toujours en dilution descendante. Vous le voyez ici en 12CH. Puis ici, il y a des notes répertoriales urinaires, puisque ce patient présente un rétrécissement urinaire. Et Hahnemann prescrit Clematis erecta en 30CH, en notant que des symptômes ont été guéris par la suite et d'autres symptômes provoqués par le remède, et ensuite une prescription de placebo. Donc, vous voyez que les observations sont suivies à la semaine à peu près, là, et que le patient est régulièrement suivi avec les symptômes induits, les symptômes guéris. Ici, on voit des symptômes induits par sulfure qui sont rapportés en même temps. Donc, en conclusion générale, sur les journaux de malades, la prise de l'observation était vraiment précise comme elle était conseillée dans l'organon. Les notes répertoriales étaient prises souvent dans une langue différente de la langue de la personne qui était reçue, c'est-à-dire en latin dans la période allemande, en allemand dans la période française. Les prescriptions hygiéniques étaient aussi importantes que les prescriptions médicamenteuses dans les maladies chroniques. On y reviendra. Les prescriptions médicamenteuses étaient documentées, avec un remède à la fois, une posologie extrêmement précise et la répétition du remède notée précisément. Le suivi du patient était aussi bien le suivi au niveau des prescriptions que de son état général, que de ses symptômes. Quelquefois, les prescriptions n'étaient pas suivies et c'était également noté. On voyait les prescriptions hygiéniques et leur suivi, les posologies précisément rapportées. Donc les résultats étaient très exploitables puisqu'on voyait l'évolution du cas au fur et à mesure. En conclusion générale et provisoire sur la première édition de l'Organon, la première édition de l'Organon a été une publication homéopathique majeure de Hahnemann. Il a utilisé une démarche inductive basée sur des bases conceptuelles et la nature du procédé homéopathique curatif qui ont été mises en place pour les éditions ultérieures. Les journaux de malades montraient une continuité entre les principes énoncés dans l'Organon et leur mise en place dans les journaux de malades. Une chose était faible dans la première édition de l'Organon, c'était les techniques d'expérimentation, et cette insuffisance a été comblée à partir de 1812 avec les expérimentations faites avec ses élèves et ses disciples. Et c'est pour ça qu'Hahnemann attendra 1819 pour publier la deuxième édition de l'Organon. Un commentaire, Ed ? Ben, je suis époustouflé, c'est tout. J'ai rien à ajouter, j'en ai pris plein la figure. C'était absolument passionnant, émouvant, remarquable de voir tout ce que tu as sorti là. On peut être que saisi devant le fait que, quelque part, un seul homme est arrivé à révolutionner la médecine. Il y a une dimension prophétique dans Hahnemann, c'est ma conviction personnelle, bien sûr, mais
vous vous rendez compte qu'il introduit la démarche expérimentale, l'approche rationnelle, l'approche réellement scientifique pour faire en sorte que chaque observation soit parfaitement claire, suivie, analysable. C'est tout à fait hallucinant de précision et finalement, à travers ce qu'on lit aujourd'hui, ben, on apprend énormément de choses puisque tout reste parfaitement exploitable. C'est juste saisissant. Je trouve ça magnifique dans un monde où malheureusement domine maintenant plus que l'idée du profit et de la courte vue. C'est remarquable de voir que tout ce qu'il a fait, 1843, il est décédé, tout ce qu'il a fait reste parfaitement exploitable pour nous. Et je pense bien que Bruno va nous donner encore d'autres mines d'or qu'il a extraites là-dedans. Moi, je suis juste bluffé et content d'être à côté de toi ce soir. J'ai pris plein les yeux. Voilà. Je te laisse la conclusion du coup pour ce soir. Tu peux saluer tout le monde. Moi, je vous dis déjà bon week-end. Et voilà, merci d'être là. Je vous salue aussi, merci. Et puis merci à Ed aussi pour tous ces commentaires. C'était un régal. Merci tout le monde. À la prochaine.